Fin janvier 2026, le monde entier est en état de choc. Stupéfaction, panique, tout le monde regarde le marché de l'or et n'en croit pas ses yeux. Un événement absolument sans précédent, et la question sur toutes les lèvres, c'est « mais comment a-t-on pu en arriver là ?» Alors revenons un peu en arrière. Le 29 janvier, tout semble normal. En fait, tout semble plus que normal. Le fameux métal jaune atteint un sommet historique, plus de 5 600 $ l'once. Pour beaucoup, c'était juste la suite logique d'une année de record. L'or n'arrêtait pas de grimper, tout simplement. Mais voilà que le drame arrive. Quelques heures plus tard, le 30 janvier. En une seule séance de bourse, le prix s'effondre. Il passe de plus de 5 400 à moins de 4 700 $. Des milliers de milliards évaporés, comme ça, en quelques minutes. C'est une chute vertigineuse, absolument terrifiante. Et c'est la grande question, évidemment. Que s'est-il passé? Comment est-ce qu'on a pu avoir une chute aussi violente, aussi rapide? Le plus fou dans tout ça, c'est que rien n'avait changé sur le fond. La situation était quasiment la même le 30 que le 29. Alors, d'où vient ce séisme? Bon, pour comprendre ce crash, il faut d'abord faire un petit détour. Parce que le marché de l'or aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même qu'il y a 20 ans. Il a complètement changé. En fait, on peut dire qu'il y a maintenant deux mondes de l'or qui coexistent. Et c'est justement là, dans cette dualité, que se trouve la clé de tout. Ce grand changement, ça porte un nom un peu technique, la financiarisation de l'or. En gros, ça a commencé au début des années 2000 avec l'arrivée des ETF sur l'or. Ce sont des fonds qui permettent d'acheter de l'or aussi facilement qu'une action en bourse, et d'un coup, l'or, qui était un actif physique, stable, est devenu un produit financier comme un autre, sujet à une volatilité extrême. Et du coup, ça a créé ces deux mondes dont je parlais. D'un côté, on a l'or physique, le vrai, celui qu'on peut toucher, détenu par les banques centrales, par des particuliers, pour la sécurité sur le long terme. De l'autre côté, on a l'or papier. Là, ce sont des contrats, des fonds utilisés par les spéculateurs pour faire des gains rapides. Et qui fait la loi sur les prix aujourd'hui? Eh bien, c'est l'or papier. Et si on veut une preuve, il suffit de regarder les chiffres de 2025. C'est flagrant. La demande pour l'or physique, la vraie demande, a chuté. Les banques centrales ont moins acheté. La demande pour les bijoux a baissé de 18%. Et pourtant, cette même année, le prix de l'or a fait un bond de 66%. C'est la preuve absolue que c'est le marché papier qui mène la danse. Ok, donc le marché papier, c'est le moteur. Mais qu'est-ce qui a mis autant de carburant dans ce moteur au point de le faire surchauffer? Eh bien pour ça, il faut regarder le contexte politique de 2025. Une année marquée par une chose, la peur. Une peur et une incertitude totale, provoquée par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Dès son investiture en janvier 2025, l'ambiance a changé. L'administration Trump a instauré un climat de chaos permanent. On a vu des guerres commerciales démarrer un peu partout, même contre des alliés, une politique étrangère complètement imprévisible, avec des menaces sur l'OTAN, et puis des attaques constantes contre la Banque centrale américaine, la Fed. En gros, personne ne savait ce qui allait se passer le lendemain. Et face à une telle incertitude, que font les investisseurs? Ils se réfugient. Et la valeur refuge par excellence, c'est l'or. Résultat, on a assisté à une ruée. Regardez bien ces chiffres, les investissements dans les fonds sur l'or sont passés de 4 milliards de dollars en 2024 à 89 milliards en 2025. C'est juste ahurissant. Et tout cet argent a créé une bulle spéculative gigantesque. Maintenant, cet afflux massif d'argent, il a été comme transformé en une arme financière. C'est un mécanisme bien précis qui a pris le relais et qui a créé une spirale complètement folle, une spirale de prix totalement irrationnelle. Alors, on va décortiquer ce mécanisme. Ce phénomène, ça s'appelle un gamma squeeze. Oubliez le nom barbare. En fait, c'est une sorte de cercle vicieux. Ça commence avec des spéculateurs qui parient en masse sur la hausse de l'or en achetant des options. Et ça force ceux qui leur vendent ces options à acheter du vrai or pour se couvrir. Et quand ils achètent de l'or en masse, eh bien le prix monte. Vous voyez le principe? Décomposons cette boucle infernale. Étape 1, des millions de spéculateurs achètent des options, pariant que l'or va dépasser, disons, 5 000 $. Étape 2, les banques qui vendent ces options sont obligées d'acheter de l'or pour se protéger. Étape 3, comme elles achètent massivement, le prix de l'or grimpe pour de vrai. Étape 4, du coup, les spéculateurs gagnent leur pari, ce qui les encourage à parier encore plus gros. La machine s'emballe et pousse les prix vers des niveaux délirants. Et cette folle spirale a continué, jusqu'à ce fameux 30 janvier. Alors, qu'est-ce qui a pu arrêter une machine pareille? Quelle est l'étincelle qui a fait éclater cette énorme bulle? Alors voilà le déclencheur. Et c'est là que ça devient fascinant. Ce n'est pas une catastrophe, bien au contraire. C'est une bonne nouvelle. Trump annonce son choix pour diriger la Fed.
Kevin Warsh, un nom respecté, connu pour être quelqu'un de sérieux, de rigoureux. Et d'un seul coup, cette annonce a calmé toutes les angoisses du marché. Cette nomination, ça a été le signal que la fête est finie. Toute la peur qui avait nourri la bulle s'est évaporée, et la réaction a été instantanée et violente. Imaginez une foule immense et paniquée qui se précipite vers la même toute petite porte de sortie au même moment. C'est exactement ça. Parce que, et c'est le point clé, la fameuse boucle infernale s'est mise à tourner, mais à l'envers. Les prix commencent à baisser. Du coup, les banques qui avaient acheté des tonnes d'or pour se couvrir n'en ont plus besoin. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent massivement. Elles inondent le marché et accélèrent la chute. Et à ce moment-là, il n'y a plus aucun acheteur. Tout le monde veut vendre. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? C'est quoi le verdict? Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit pour l'avenir? Le verdict, il est assez clair. Ce n'est pas la faute d'une seule chose. C'était la tempête parfaite. Une combinaison de 3 éléments. Une incertitude politique extrême qui a généré de la peur, de nouveaux outils financiers qui ont utilisé cette peur comme carburant, et enfin un comportement de masse qui a poussé le système jusqu'à son point de rupture. Et attention, tout le monde n'a pas perdu de la même façon. Les plus grands perdants, ce sont clairement les spéculateurs à court terme. Ceux qui jouaient avec le feu, ils ont été balayés. Par contre, les investisseurs à long terme, les banques centrales, les détenteurs d'or physique, ceux qui voient l'or comme une assurance et pas comme un ticket de loto, eux, ils ont été beaucoup moins touchés. Et maintenant, l'or reste à des niveaux très élevés, malgré tout. Son avenir est donc très, très lié à la situation politique. Il va falloir surveiller de près les élections de mi-mandat en novembre. Leur résultat va vraiment donner le ton pour la suite de la présidence Trump et donc pour le marché de l'or. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Dans ce monde si imprévisible, si volatile, quelle est la meilleure stratégie pour investir sur le long terme? L'or, avec ses montagnes russes spectaculaires, ou un actif plus classique, plus stable, comme l'immobilier? Le débat est ouvert.